Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je vais animer cette formation intitulée Programmation orientée objet, introduction. En LabVIEW, on va apprendre ce que c'est que la programmation orientée objet. On va apprendre ce que c'est que des attributs, des méthodes, des héritages, du polymorphisme, beaucoup de termes qui peuvent paraître un petit peu barbares au premier abord, qu'on va volontairement mâcher, digérer ensemble et vulgariser pour qu'on puisse les réutiliser tout simplement. Donc pour pouvoir faire cela, on va déjà présenter très rapidement la chaîne. Alors on a une chaîne YouTube comme vous le savez. Sur cette chaîne YouTube, vous pouvez from scratch apprendre à faire du LabVIEW et devenir passer les certifications et devenir architecte. On vous donne toutes les clés pour que vous puissiez facilement vous en sortir et puis apprendre à faire de la programmation sous LabVIEW, donc de la programmation graphique industrielle. Bien évidemment, tous les exemples à chaque fois qui sont réalisés dans les différents chapitres de la chaîne sont sur GitHub. Et donc comme ça, vous pouvez récupérer nos machines d'état, vous allez pouvoir récupérer nos FGV, vous allez pouvoir récupérer tout ce qu'on vous a proposé en fait est disponible, ainsi que des exercices et des corrigés. Donc n'hésitez pas à les piocher, c'est vraiment fait pour. Donc revenons à nos moutons, on va parler de programmation orientée objet. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice pour pouvoir... alors il vous faut quand même des bases en LabVIEW pour pouvoir vous en sortir. Alors on s'arrête tout en termes de niveau aujourd'hui. Il faut savoir ce que c'est qu'une machine d'état. Donc je vous invite à aller voir les vidéos qui en parlent. Ça vous permettra justement de mieux comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire un petit exercice avant de parler de programmation orientée objet. On va commencer par quelque chose qui est un exercice simple, sans programmation orientée objet. On va le faire à l'ancienne. Alors ce qu'on va faire à l'ancienne, c'est quoi? On va réaliser une carte d'identité nationale. Alors ça va être quoi? Ça va être... Pour faire une carte d'identité nationale, alors dans notre exercice, bien évidemment, on va avoir besoin d'un nom, d'un prénom, d'un sexe et d'un âge. Donc ça, c'est la donnée qui est liée justement à cette carte d'identité. Et en fait, cette carte d'identité, ce qui va nous intéresser avec la machine d'état, c'est de pouvoir réaliser trois fonctionnalités. Alors ces trois fonctionnalités sont assez simples. On va faire un setID. Donc ça va être écrire simplement dans la mémoire justement de notre machine d'état l'identité, donc nom, prénom, sexe, âge. Le getID, donc c'est-à-dire que à partir justement de la mémoire locale de notre machine d'état, on va vouloir récupérer ces informations-là. Et puis on va réaliser une troisième petite fonctionnalité qui va s'appeler resetID. Cette fonctionnalité en fait va nous permettre de resetter simplement la mémoire de notre machine d'état. Donc on va réaliser ça comme ça. Et puis dans une deuxième partie, on va travailler justement sur un équivalent objet en expliquant justement ce que c'est. Donc déjà, sans plus attendre, on va démarrer sous LabVIEW et réaliser déjà ce petit premier exercice. Voilà donc sur le bureau. On va donc réaliser ce fameux VI machine d'état. Donc ça va nous permettre de nous remettre un petit peu dans le bain avec justement cette fameuse carte d'identité. Donc on va commencer déjà par faire la face avant. Donc en amont, j'ai déjà réalisé les contrôleurs pour pas qu'on perde de temps. Donc hop, c'est parti. Donc pour faire une carte d'identité, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un ID. Donc l'ID, ça va être le nom, le prénom, l'âge, le sexe. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Alors, on va rendre un petit peu mieux la face avant. Donc on va un petit peu la décorer très rapidement. Hop, voilà. Ensuite... Alors, comment on va réaliser une machine d'état à partir justement de cet ID? On a prévu, nous, de faire un setID et un getID. Donc, pour pouvoir faire notre setID, on va commencer par poser un bouton qui va nous permettre de faire justement ce setID. Donc, le bouton, je le pose. Voilà, donc c'est parti. BTN. Alors, BTN 7. Alors, on va même l'appeler plutôt BTN Write, ce sera plus parlant pour dire écrire. Voilà, bouton Write. Hop, l'écriture, on va la mettre un petit peu plus grosse. Ok, donc là on est pas mal.
Ok, donc là, ça je pose là. Et en fait, cette partie-là, ça va être le write. Ok. Donc on a le write. On va tout aligner. Voilà. Hop. On va écrire là. De cette manière-là. Très bien. Le write. Ensuite, on va copier tout ça pour faire le read. Alors on va faire une autre partie qui va être le read, c'est-à-dire je vais appuyer sur set. Bah, j'aurai à ce moment-là je vais écrire dans la mémoire locale de ma machine d'état. Et quand j'appuierai sur get, eh ben, je me contenterai en fait de lire. Donc là, on a write ID. Et là, on est sur read ID. Pour la face avant, c'est presque terminé. Il nous manque juste un petit bouton à rajouter. Donc, hop. Ça va être le bouton reset. Voilà, alors on va l'appeler reset. Reset. Voilà. Ok, on verrouille les décorations. Lock. Hop là. On les verrouille individuellement pour éviter les problèmes. Et on est bon pour la face avant. Je vais me débarrasser également des étiquettes. Et on est bon. Label, ok. Une entrée-sortie d'erreur peut-être également, qui va nous servir simplement pour réaliser notre machine d'état. Et on est réellement bon cette fois-ci. Voilà, j'enlève les labels et on va aller sur le diagramme. Donc, résumé rapide. Je vais écrire n'importe quelle identité. Quand je vais appuyer sur set, ça va s'écrire sur la locale. Et alors, hop, read. Voilà. Et quand je vais appuyer sur get, bah, je récupérerai l'information qui est dans la locale. Si j'appuie sur reset, ça met à 0 l'identité dans la locale. Et quand j'appuierai sur get, bah, le reset se verra puisqu'on verra tous les éléments qui vont s'effacer, tout simplement. Petite machine d'état, 3 fonctionnalités, pas plus. Alors c'est parti. Donc on va maintenant créer notre petite machine d'état. Alors on va arranger un petit peu notre diagramme. Alors il y a 2 boutons, 3 boutons, et un indicateur et une commande. Donc le read, c'est un indicateur, donc je le passe en indicateur. Tac, 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 change tout indicateur, voilà. Et maintenant on passe à l'architecture. Donc on va architecturer tout ça. Par convention, pour les erreurs, j'enlève les étiquettes. On sait que c'est des erreurs. Donc, on enlève les labels et on est lancé. C'est parti. Donc là, on commence par du classique. Hop. Alors, la fameuse boucle. Si j'ai une erreur, je ne fais rien. Si j'ai pas d'erreur, j'active, je fais mon process. Ok, on met un petit commentaire. No error. C'est parti. Donc dans le cas où il n'y a pas d'erreur, eh ben, on réalise simplement notre machine d'état. Donc pour réaliser une machine d'état, il nous faut déjà une boucle while. Très bien. Donc une boucle while. Et ce qu'on va faire, on va réaliser déjà un premier état, l'état déclaratif où on va déclarer la locale. Donc pour faire cela, on utilise une case structure, donc un if. Tac, que je positionne ici. Voilà, je le câble. Alors, le cas 0 et le cas défaut. Ok. Donc ici, on est dans la process loop. Donc on met un petit commentaire rapide. Ok. Ici, on est dans dans la déclaration de case. Declaration case. Et donc c'est là où on va créer un registre à décalage et on va brancher ce registre à décalage à notre local qui va nous servir en fait de mémoire de notre machine d'état.
Donc, dans la declaration case, évidemment, il n'y a pas de... On ne va pas quitter. Donc, on va mettre à faux le booléen de quitte. Un petit commentaire rapide. Hop, insert. Tac, label. Donc, voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Hein. On va assez vite. Hein. Donc, pour mon cas, donc, je démarre sur mon premier cas. Donc, il va me falloir une locale. Donc, dans ma locale, qu'est-ce que je vais stocker? Je vais stocker un ID et puis je vais stocker les états puisqu'on est dans une machine d'état et donc par définition sur la machine d'état il va falloir stocker les états. Donc je vais avoir besoin d'un cluster, on va organiser nos données de cette manière-là. Donc on va appeler ça local. On va ouvrir, alors je vais récupérer directement mes deux contrôles qui ont été faits en amont. Donc j'ai fait un contrôle machine d'état où dedans j'ai mis quelques états basiques, un read, write, reset, kit. Je vous invite à revoir si vous en avez besoin le cours sur les machines d'état. Il y a 3 vidéos là-dessus où justement on parle des formes canoniques et la manière de réaliser une machine d'état. Donc pour rappel, les formes canoniques ce sont les états de base dans une machine d'état, donc qui sont la déclaration, l'initialisation, l'état d'erreur, l'état de kit et l'IDLE. Si je ne me trompe pas, il y en a 5. Donc je vous invite à les regarder. Aujourd'hui, on ne va pas forcément réaliser cette forme canonique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une forme canonique, c'est la base en fait, c'est la base de base pour une machine d'état. Et puis après, vous rajoutez par-dessus tous les états dont vous avez besoin. Là, comme c'est un petit exemple, on va pas forcément tout mettre en place de manière correcte pour qu'on puisse avancer vraiment sur l'exemple et aller directement vers la programmation objet. Donc la locale, c'est bon, elle est faite. Donc à partir du moment où elle est faite, on va la câbler à la partie locale, c'est-à-dire au registre à décalage. Voilà. Un petit commentaire ici pour dire qu'on est sur une locale. Alors c'est important de commenter son code pour ceux qui préparent le CLD. Commentez, c'est très important. Donc du coup, on a quasiment terminé. On est dans l'initialisation. Donc dans l'initialisation, on va envoyer un état. Dans la déclaration, pardon. Là, on est dans l'état de déclaration. Donc dans l'état de déclaration, on ne fait que poser la locale. Donc c'est ce qu'on a fait. On a posé la locale. Et donc, et après, on va simplement aller sur notre premier état qui est l'état IDLE. On n'a pas d'état d'initialisation. Ce n'est pas nécessaire pour cet exemple. On va directement dans l'état IDLE. Très bien. Hop, hop, hop. Voilà. On est bon. Maintenant, state machine. Alors, state. Je ne sais pas s'il y a un S ou pas. Il y a plusieurs états. Bon, je vais l'écrire comme ça. Bon. On n'en tiendra pas rigueur. C'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, ici, là, on va faire justement notre machine d'état. Ah oui, on a oublié de traverser. Hop. Avec les erreurs. C'est important. Ok. Donc pour le moment, on a un code qui est compact. J'en profite également pour cacher les erreurs en face avant. Ça nous permet d'avoir quelque chose d'à peu près propre. Donc, on retourne justement sur notre machine d'état. Donc, notre machine d'état, comment ça va marcher? Eh bien, il y a un if. Ouais, on va brancher un if qui va nous dire justement dans quel état on se trouve. Un state case. Hop. Donc, lui, il est traversé. Évidemment, on va lire... Alors, attendez. Tac. Il me reste une petite chose à faire. Voilà. On va lire les états et les brancher au case de manière à ce que le case prenne tous les états et on puisse travailler, quoi, tout simplement. Je vais mettre ça en dessous, comme ça, je ferai de la place au-dessus. Voilà. Donc, hop. Read state. Alors, on verra cet état plus tard. On va d'abord commencer par l'IDLE. Alors, on va linker de cette manière-là. Voilà. Alors, l'IDLE, ça va être une structure d'événement. On va mettre à faux. Et voilà. Donc, on a une petite structure d'événement. Donc, forcément, je vais devoir
casser ça. Donc dans l'IDLE, en fait, quand il ne se passe rien, on attend un événement, tout simplement. Alors là, par défaut, il est sur un timeout qu'on va supprimer. Et nous, on va se contenter uniquement d'avoir un événement avec les 3 boutons. C'est-à-dire que lorsque j'enclenche un des 3 boutons, l'événement s'enclenche et avec la référence du bouton, on sait sur quel bouton on travaille. Et je vais vous montrer une petite astuce toute simple. Alors, on va éditer cet événement-là. On va retirer le timeout et on va remplacer par les boutons. Alors, les boutons, il y en a 3. Voilà, et donc change value. Donc, quand on appuie sur un bouton, on va se retrouver sur cette structure d'événement. Donc, je récupère la référence. Alors, la référence, indirectement, c'est un objet, c'est une petite aparté. On expliquera dans la 3e vidéo, justement, un petit peu plus dans le détail en quoi les références et les nœuds de propriété et les nœuds de méthode font partie, justement, du langage objet. Donc, ça sera justement la vidéo de conclusion. Donc, je ne spoil pas trop pour l'instant. Donc, avec cette fameuse référence, je vais pouvoir connaître. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai récupéré la référence du bouton. À partir de la référence du bouton, je peux utiliser par exemple le texte booléen. Donc, hop, ils ont tous un texte différent, puisque comme vous le voyez, il y a le set, reset et get. Donc, on peut les différencier de cette manière-là. Et comment justement je vais différencier mon cas? Je vais prendre une case structure toujours. Donc là, je vais brancher directement ma case structure. Ouais, on va laisser le faux à l'extérieur. Voilà. Hop, on branche ça. On branche ici. On va en faire un case selector. Alors, hop, on va faire un petit peu de place. Alors là, c'est btn event. Donc, si on a un événement bouton, il se passe là. Là, on est dans l'IDLE case. Voilà, on a commenté comme il fallait. Donc, tout est commenté. Et donc, du coup, on traverse toujours avec les erreurs. C'est important. OK. Donc, ça, on est propre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, par défaut, on traverse. Ouais. Default case. OK. Et sinon, on va se retrouver dans l'un des 3 cas de mes boutons. Alors, pour rappel, les 3 cas, ça va être set, get et reset. Donc, je vais commencer par set. Allez, hop. Donc, si je suis sur set, je vais simplement aller à l'état set. Donc, j'insère directement dans ma locale cette information-là. Create constante. Et donc, on va dans write. Puisqu'on va setter, on va write. Donc, to write state. Donc là, on va vers le write state. Et dans le write state, on écrira directement les données dans la locale. Très bien. Allez, soyons fous. Hop, branchons comme ça. Et être constante. Donc, on quitte pas, on quitte pas. Très bien. Comme ça, si je crée plus tard un bouton quitte, je pourrais... alors, soit je quitte ici, ce qui n'est pas très propre, soit j'envoie directement vers un état quitte et l'état quitte, lui, va quitter. Ok, alors là, on est bon pour le write. Maintenant, on va dupliquer et on aura terminé. Alors, dupliquer, donc là, ça va être le get. Donc, le get, ça va être read. Ok, donc là, tout read state. Ensuite, on va dupliquer également pour le reset. Voilà, et rebelote tout reset state. Et donc là, on est dans reset. Voilà, donc là, pour la partie IDLE, on a terminé. Maintenant, on va aller dans le case read. Donc dans le case read, on ne quitte pas. Create constante. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On se contente de lire. Donc qu'est-ce qu'on lit? On lit la locale. Donc on va simplement lire la locale. Et donc pour lire la locale, on va injecter dans l'indicateur ici, quand j'appuie sur get, j'injecte la locale directement sur l'indicateur read ID. Très bien.
Ensuite, on va dupliquer ça, on va faire un write. Alors, hop. Donc, write state. Alors là, c'est le contraire. On va prendre le contrôle. Et à partir du contrôle, on va injecter dans la locale. Toujours pareil. C'est assez simple en fait. Hein, le fonctionnement d'une machine d'état, c'est vraiment... quand c'est bien maîtrisé, c'est très 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 pratique. Là, et puis il nous reste le reset. Donc le reset, c'est la même chose qu'un write, sauf qu'on va writer rien. On va writer du vide. Donc, hop, CTRL B pour retirer les fils brisés. Create constante, voilà. Donc là, on envoie, on remet à 0 en fait. Donc la locale, on la réinjecte, on la remet à 0. Et là, c'est un reset state. Très bien, il me manque plus qu'à ranger ces boutons et on aura terminé pour cette première partie de l'exercice. Et on va pouvoir attaquer les objets. Donc je retourne dans l'IDLE, tac, 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 ici, je range mes 3 boutons. Voilà, et j'ai terminé. Alors, on va tester. J'ai oublié une chose très importante. J'ai oublié une chose très très importante. Je n'ai pas... alors, lorsqu'on va dans l'état read, vous voyez là, erreur de débutant. Donc, j'ai pas besoin de lancer, je sais qu'il y a une erreur. Je vais avoir le read state, mais comme je n'ai pas modifié mon read state, je vais boucler sur read, et il va rester bloqué ici. Donc, toujours renvoyer à l'IDLE. Donc, on va faire un insert. Hop. Create constante. On renvoie à l'IDLE. De la même manière pour le write. Une fois que j'ai writé, je renvoie à l'IDLE. Et exactement de la même manière pour le reset. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Pour le reset, on renvoie à l'IDLE. En gros, dans une machine d'état, il y a toujours un piège. C'est qu'une fois que vous avez fini un état, il faut renvoyer vers un autre état. Et si vous n'avez pas d'autre état, genre état 1 va envoyer vers état 2 qui va envoyer vers état 3, eh bien, état à ce moment-là, c'est que si vous n'avez pas d'autres états, vous retournez à l'IDLE, en fait, l'état d'attente. C'est le principe de la machine d'état. Voilà. Donc là, normalement, alors je peux en théorie masquer ma locale. Donc on va la masquer, on va hide control. Voilà. Donc voilà, voici notre face avant. Alors on va la réduire. Tac. Voici notre face avant. Très bien. Donc elle est lancée. Donc Pierre, François, voilà, il a 22 ans. Oups, allez, 21 ans. Et alors, j'ai mis un booléen pour le sexe, homme-femme, bon. Donc là, on va mettre le booléen à vrai pour voir ce que ça donne. Je le set. Donc c'est normal qu'il ne s'affiche pas. Donc j'ai injecté dans la locale ces informations-là. Et maintenant, je veux récupérer à partir de la locale en appuyant sur get. Donc je fais un read. Voilà. Et maintenant, je veux resetter ma locale. Et maintenant, je veux vérifier que j'ai bien reseté ma locale en refaisant un get. Voilà. Donc notre machine d'état, il y a 3 fonctions. Une fonction writeID, une fonction readID et une fonction reset. Très bien. Donc maintenant, on va retourner sur notre présentation et on va passer justement au langage objet. Nous revoilà donc sur la présentation. Donc on a bien réalisé notre machine d'état. Et donc du coup, là, comme vous le voyez au-dessus de moi, on a réalisé une petite machine d'état qui nous permet, à partir des boutons Read, Write et Reset, d'avoir directement les états qu'on souhaite. Donc on a bien une identité, nom, prénom, sexe, âge, et on a un set ID, un get ID et un reset ID. Bon, très bien, parfait. On a mis à peu près une vingtaine de minutes pour pouvoir réaliser justement cette machine d'état. Ce temps est très important également, vous allez comprendre après pourquoi. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire du langage objet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet? Un objet, en fait, imaginez que, vous voyez, là, vous avez de la donnée. Vous avez nom, prénom, sexe, âge, qui est la locale, qui est totalement décorrélée, enfin déconnectée, en fait, de la fonction. Eh bien, imaginez que on réalise un objet, c'est quoi, en fait? Imaginez simplement un cluster avec des fonctions.
En gros, il y a eu trois états dans la programmation, trois étapes importantes dans la programmation, justement dans l'évolution de la programmation. La première étape, c'est lorsqu'on a démarré à faire de la programmation, on a justement introduit la déclaration de variables, ce qui est logique. Donc avant d'utiliser une variable, il faut bien la déclarer. Donc on a déclaré des integers ou des chaînes de caractères ou des tableaux, et donc on a appris à utiliser des données en d'abord les déclarant. Très bien. La deuxième étape, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est posé une question toute bête, c'est et si les données n'étaient pas homogènes? Par exemple, si vous voulez faire par exemple une fiche d'identité, vous allez avoir besoin de string, de booléen d'integer, donc de numérique. Et donc là, il y a un problème parce qu'en fait, un tableau ne peut pas contenir justement le nom, le prénom, le sexe et l'âge, puisque ce n'est pas du tout les mêmes types. Donc le typage va poser un problème. Donc du coup, la deuxième étape a été de créer justement, d'inventer les structures. Donc ce qu'on a justement dans le langage C, dans le langage C, les structures c'est quoi? C'est ce qui permet de faire, de mettre justement tous ces éléments, tous ces typages différents ensemble. Et c'est ce qu'on a en fait dans un cluster. Une structure, c'est un cluster en LabVIEW. Très bien. Et puis la troisième étape, on s'est posé la question, on s'est dit, ouais d'accord, mais le truc c'est que moi par exemple j'ai ma fiche d'identité, à chaque fois je vais vouloir la lire et l'écrire. Je ne vais pas à chaque fois recréer une machine d'état ou une architecture quelconque pour pouvoir simplement lire mon identité et écrire dans mon identité. Et donc, et si je crée une structure, mais qui ait également des fonctions? Et donc, la fusion de ça, c'est ce qu'on appelle un objet, donc plus communément appelé un objet. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un objet. Et un objet, en fait, c'est quoi? C'est justement une locale. Donc, avec ce qu'on on va l'appeler avec des attributs, en fait. Donc, ce que nous, on appelait des variables avant, ce qu'on appelait des données, et maintenant, ça devient des attributs. Et donc, les attributs, ça va être le nom, le prénom, le sexe et l'âge. Et puis, les fonctionnalités justement qui sont liées, qui étaient dans la machine d'état, en fait, qui vont être directement liées à l'objet, c'est ce qu'on va appeler des méthodes. Et les méthodes, ça va être le setID, le getID et le resetID. Et en fait, les méthodes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller piocher dans la locale de l'objet et elles vont simplement répondre répondre à la fonctionnalité sur laquelle elles ont été créées. Et donc, voici ce que c'est qu'un objet. Un objet, c'est pratique. Pourquoi? Parce qu'un objet, on peut le copier. Et chaque objet a son propre espace de mémoire. Donc chaque objet a sa propre locale. Et donc indirectement, en fait, la machine d'état, il faut comprendre que les architectures que vous aviez, les machines d'état, les QMH ou d'autres types d'architectures que vous utilisez, ces architectures-là, en fait, il faut comprendre que elles sont faites en fait pour une interaction avec l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur va appuyer sur un bouton ou si un capteur va détecter quelque chose, il va y avoir un événement, et dans ce cas-là, l'architecture en fait va enclencher une méthode sur un objet. Mais l'objet en soi, lui, il a déjà ses propres méthodes, et donc en utilisant ses propres méthodes, il va pouvoir directement réaliser les actions qu'on lui demande. Mais il n'est pas nécessaire à chaque fois de recréer un setID, un getID et un reset à chaque fois que j'ai besoin d'une identité ou d'autre chose. Donc je vais être un petit peu plus clair par la suite, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, on va plutôt passer tout de suite à l'exercice. Et on va passer tout de suite à l'exercice. Et on va voir justement, on va refaire la même chose, mais sous format objet. Donc nous revoilà justement sur le VI qu'on avait réalisé. Donc là, on va rouvrir le projet et on va créer ce fameux objet identité. Donc c'est parti. Donc comment je fais? Dans mon projet, je fais simplement un bouton droit avec ma souris, je fais New, classe. Alors un objet, c'est une classe. Ça se définit par une classe. Donc je clique sur classe, hop, j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Donc je lui donne un nom, je vais l'appeler ID. OK. Voilà, et donc là j'ai créé une classe objet. Comme je vous avais dit, un objet, il est composé d'une locale, et donc c'est le contrôleur qui est ici par défaut, que l'on voit, et de fonctionnalités. Donc on va déjà deux méthodes. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà utiliser, définir la locale, donc c'est-à-dire définir justement les attributs. Donc pour ce faire, je vais reprendre dans mon projet mes contrôleurs. Et donc j'ai un contrôleur ID
qui va m'être utile. Et donc, je vais glisser ça directement dans la locale de l'objet. Voilà. À partir de là, mon objet, je l'ai créé. Et à l'intérieur, il y a justement les informations nom, prénom, âge, sexe. Il y a mon ID. Très bien. J'ai plus qu'à fermer. L'objet a été créé. Et donc, tout à l'heure, je vous avais dit en combien de temps? Écoutez, là, en moins de 10 secondes, on a déjà créé la locale. Et maintenant, il faut créer les fonctions. Alors, les fonctions qui nous intéressent, nous, on a trois types de fonctions. Enfin, on a deux types de fonctions. On a les fonctions qui vont simplement accéder aux données en faisant lire et écrire. Ça, c'est ce qu'on appelle, alors ce sont des méthodes particulières, c'est ce qu'on appelle les assesseurs. Les assesseurs, en fait, ça veut dire access, ça vient du mot access, accessibilité, pour accéder justement aux données. Donc, on va créer ces deux assesseurs, donc de manière très simple. On fait un clic droit sur l'objet, on fait nouveau, et là, on fait VI for Data Member Access. Je clique. Je choisis justement les variables qui m'intéressent. Donc, soit je peux choisir directement le nom, le prénom, l'âge, le sexe, et ça va me créer justement un accès uniquement à cette variable-là. Soit je crée directement l'ensemble, l'ID. Je décide, alors ce qui est bien, c'est que je choisis si je veux faire du read ou du write, ou les deux. Donc nous, dans notre cas, on a besoin de faire un get et un set. Donc on va prendre les deux. On a ce qu'on appelle les dynamic assessors et les static assessors. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc ça, c'est pour la partie polymorphisme. Ça, on en discutera un petit peu plus tard. Polymorphisme et héritage, on verra ça un petit peu plus tard. Là, on choisit, alors ici, là, on va choisir si ça peut être, on peut y accéder. Alors un assesseur, on peut y accéder de deux manières. Soit en utilisant un nœud de propriété, soit en utilisant le VI assessor. Donc là, je vais montrer comment ça marche. Donc il faut cocher cette case et on est bon. Donc là, je coche, je fais create et voilà, il m'a créé deux assesseurs qui apparaissent justement dans mon projet. Donc je vais sauvegarder, hop, directement, write ID, hop, et read ID. Autre chose qu'il faut savoir, en fait, dernière chose qu'il faut savoir et qui est très importante pour justement mes attributs, c'est les règles d'accès à mes attributs. Il y a des règles en fait. Donc pour le moment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, vous devez connaître public et private pour l'instant. Public, ça veut dire que mon objet va donner accès à d'autres objets qui seront de la même famille, les attributs. Donc on aura accès aux attributs à partir de... Les autres objets auront accès aux attributs. Donc ça, on le verra avec les héritages. Et private va dire simplement que c'est uniquement l'objet qui a accès à ses propres attributs. Et pareil, de la même manière, on verra ça avec les héritages. Mais sachez qu'il y a des règles d'accès qui sont publiques, community, protected et private. Et community, ça va être sur la communauté des objets. Enfin, c'est la famille des objets en fait. Il y a des objets amis, il y a des objets, il y a des bibliothèques. Enfin, on verra ça également à la prochaine vidéo. Et protected, c'est une règle un peu particulière par rapport au private pour justement tous les héritages. Tous ceux qui vont hériter, les classes filles, vont pouvoir hériter également de ces éléments-là. Et ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc en gros, pour le moment, vous avez tous les éléments pour faire fonctionner cet objet. Donc là, on a le read et le write. Et donc du coup, on a fait ce qu'on appelle les assesseurs. Et puis, il y a aussi les méthodes, on va dire, plus classiques. Donc là, on a une méthode qui est reset, qu'il va falloir créer. Donc comment on fait pour la créer? On fait sur l'objet, on va faire new. VI for dynamic or static dispatch. Donc pour l'instant, ça n'a pas d'importance qu'on choisisse dynamique ou statique. Donc on va choisir dynamique pour le moment. Voilà. Et donc ce VI là, en fait, ça va être le VI reset. Et donc pour pouvoir faire le VI reset, on va simplement insérer directement, donc comme si c'était la locale. Et la locale, en fait, on va la resetter. Voilà, j'ai terminé. Je peux mettre un petit commentaire. On peut dire reset, c'est un équivalent de reset state. Donc là, c'est reset méthode. Voilà. Je sauvegarde en reset. Et on a terminé. Donc, je vais quand même toucher un petit peu. Hop. On va juste écrire reset.
Ah, il me l'a écrit en rouge. Alors, je change la couleur. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. Hop. On va envoyer une couleur. Hop, hop. Au final, ce qui prend le plus de temps, c'est de faire l'icône, quoi. C'est très rapide en fait, c'est ça qui est bien, c'est que travailler avec des objets, c'est très très rapide. Et vous allez voir que sur le diagramme, par la suite, les utiliser, après, une fois qu'on a défini les fonctions, c'est très simple. Voilà. Donc, on va créer un nouveau VI qui va directement travailler, qui va faire exactement l'équivalent de notre machine d'état, mais vous allez voir de manière sans qu'on ait la nécessité de créer toute une architecture. Donc, je vais directement poser hop, les trois VI qui m'intéressent. Je vais poser alors l'objet. Donc si je lui mets une étiquette, donc on voit bien que c'est ID LV class, donc c'est ID en fait. Donc si on veut voir l'ID, on peut très bien également sur l'objet aller dans propriétés, éditer l'icône, et là on va écrire ID. Voilà, comme ça on sait que c'est l'objet ID. Alors ici dans les propriétés, vous pouvez choisir les apparences des câbles, les classes amis, vous pouvez faire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Voilà, bon, on verra ça à la prochaine vidéo. Pour l'instant, là, c'est vraiment une initiation. Donc là, on voit le ID qui est inscrit. Et en fait, ce qu'il en sort, en fait, c'est une référence. Donc, on va utiliser une structure. Alors, on va travailler de manière séquentielle. Ah, attendez, vous voyez pas. Hop. Donc là, on voit notre objet qui est l'objet ID. Et donc là, on voit sa référence. Et en fait, sa référence, c'est quoi? À l'intérieur, en fait, il y a l'organisation des données. Donc, il y a les attributs. Donc, il y a le cluster, en fait, la locale. Et puis, il y a les méthodes, c'est-à-dire des fonctionnalités qui ont été intégrées pour pouvoir accéder à ces informations-là, mais pas que. On peut faire des opérations également. Et ça, c'est très, très pratique. Donc, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est on va écrire. Donc, je câble. Donc là, créer. Ouais, on va mettre une constante. Voilà, on va mettre une constante en erreur, ce sera plus simple. Donc, toujours. Alors, add case before. Hop. Je vais me rester vraiment en mode séquentiel pour pouvoir commenter ça convenablement. Donc du coup, en commentaire, ici on a déclaration. Déclaration. Ouais, déclaration. C'est une déclaration state. Un état de déclaration. Puis, à l'issue de cette déclaration state, on va faire un write. Write state. Donc là, on écrit dans la locale. Je vais prendre la face avant de l'ancien VI. Hop. Donc il va falloir unlocker. Hop. On va utiliser la face avant, ce sera plus simple. Voilà. Je prends tout ça. Je l'ajoute ici. Comme ça, j'ai directement accès. Voilà. Comme ça, j'ai directement accès à une face avant, quoi. Donc j'ai un write ID que je vais utiliser. Voilà. J'ai simplement branché un write ID. Je n'ai plus besoin de mes boutons, puisque là, je suis en séquentiel. Voilà. Ensuite, on va créer un state, donc add frame after. Très bien. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va simplement lire. Et donc, read. Oui, read, oui, voilà, c'est une lecture. Donc c'est normal. Hop. Et puis, on va pouvoir ensuite, on va alors faire un read. Read state. Et enfin, on va faire un reset. Add frame after.
Voilà, je reset. Et donc du coup, bah, après, je vais vouloir, évidemment, je vais vouloir lire ce qui s'est passé. Et donc je vais faire un add frame after. Hop. Et on a terminé. Ok. Alors, il n'y a plus de boutons. Donc ça disparaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est en séquentiel. Alors, on est en séquentiel. Donc, dans un premier temps, on va écrire. Pierre, François, hop, on va rajouter un âge, ok. Ensuite, on va lire. Puis après, on va resetter. Puis après, on va relire. Donc, si j'appuie sur lecture, Pierre, François, j'ai reseté. Et donc, et par la suite, bah, j'ai quelque chose de vierge. Donc là, comme vous voyez en fait dans mon organisation, bah, on a simplement déclaré notre objet, utilisé le premier assesseur d'écriture pour pouvoir écrire l'ID qu'on souhaitait. Ensuite, on a lu simplement, donc on a utilisé un assesseur de lecture. Ensuite, on a reseté, reset, et enfin, on a fait un dernier read pour montrer que le reset a fonctionné. Donc ça, c'est la première manière d'utiliser justement les objets. Puis la deuxième manière d'utiliser un objet, alors regardez, je vais en créer un deuxième à côté. Au lieu d'utiliser justement directement les assesseurs, on peut simplement utiliser, alors le nœud de propriété, on peut utiliser les nœuds de propriété. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Ben, vous utilisez un nœud de propriété, vous branchez la référence de votre objet, et comme on a décidé qu'il y avait accès, donc j'ai directement accès à mon ID, là je me mets en écriture, et en fait, en branchant, je vais obtenir quelque chose de totalement équivalent. C'est la même chose. Ce que vous avez au-dessus, en dessous, c'est pareil. L'assesseur, on peut y accéder également via un nœud de propriété. Donc, hop, donc je recrée un autre nœud de propriété que je branche. Donc celui-là, il va être en lecture. All to read. Voilà. Hop. Je copie ce nœud de propriété. Voilà, et on a terminé. Voilà. Et vous voyez, à partir de la référence locale, soit j'utilise un assesseur, donc le VI, la brique, soit j'utilise un nœud de propriété parce que j'ai donné accès via un nœud de propriété. Et donc ça, c'est vraiment puissant et c'est vraiment pratique. Et donc si on regarde, voilà, l'ID 2, donc c'est la suite. Là, on va mettre un autre nom, on va mettre Claire. Allez hop. Bah, Claire François. Ok. 35 ans et voilà. Si j'appuie sur lecture, bah, ça devient Claire François et en effet, elle va également subir le reset, la fonctionnalité reset. Voilà, qui a été créée. La méthode reset de l'objet. Et vous voyez, j'ai copié deux objets l'un à côté de l'autre de manière très rapide et très facile. Et de manière très simple. Vous voyez, je peux créer des objets très facilement parce que maintenant, voilà, je peux très facilement en créer autant que je veux et ça fonctionne, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je vais sauvegarder d'ailleurs ça en PO1 objet. Voilà. Donc on retourne sur la présentation et on va conclure justement ce premier cours d'introduction justement de la programmation orientée objet. Pour résumer, on est parti d'une machine d'état sur laquelle on avait une organisation de données particulière. Donc il y avait l'identité, on pouvait faire les trois fonctionnalités, on a vu le temps que ça prenait. Et en fait le problème de ça, c'est la modularité. C'est-à-dire que si j'ai un autre projet qui ne ressemble pas exactement à ce projet, mais je dois rajouter des fonctionnalités et organiser mes données à peu près de la même manière, je vais devoir reprendre la machine d'état et en fait trimballer une machine d'état, c'est pas très pratique en fait. Donc du coup, on introduit cette notion d'objet qui va justement utiliser des attributs et des méthodes. Et en fait, les attributs et les méthodes sont propres à l'objet en soi. Donc l'identité et la carte d'identité, c'est un objet.
Et donc du coup, à l'intérieur, il y a des données, donc le nom, le prénom, le sexe et l'âge, puis il peut y en avoir d'autres, hein. Et puis, et à côté de ça, vous avez les fameuses méthodes qui vous permettent d'accéder donc via les assesseurs à ces données, mais également faire des opérations en interne. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo qu'on peut réaliser des opérations en interne et il y aura des données justement qui ne seront pas visibles par l'utilisateur. Ce seront les données privées, donc ce seront les attributs privés. Et puis il y aura les données sur lesquelles on a accès, qui sont les données accessibles via les assesseurs ou via des fonctionnalités qui permettent d'avoir accès tout en réalisant des opérations sur ces données. Donc, comparaison, la vitesse déjà de codage est beaucoup plus rapide en programmation objet. La programmation objet est beaucoup plus modulaire. Elle va permettre en fait, on peut multiplier les objets de manière très rapide, on ne va pas multiplier les machines d'état. Un objet en fait, ou une machine d'état, elle a son espace local, son espace de mémoire, c'est intéressant, mais vous imaginez que sur un diagramme, on ne va pas multiplier les machines d'état, c'est plus simple d'avoir un objet, et l'objet, lui, directement, il a les fonctionnalités nécessaires et il peut communiquer avec l'extérieur comme nécessaire, avec le besoin dont on pourrait avoir. Et puis on peut combiner ça avec justement des architectures qui permettent à un utilisateur par exemple d'appuyer sur des boutons et puis à partir du moment où il va appuyer sur des boutons, l'architecture va justement lancer des événements et va appeler justement des fonctionnalités de l'objet pour pouvoir répondre aux besoins de l'utilisateur ou de capteurs ou de détection. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Donc pour résumer, un objet, c'est une organisation de données avec des attributs d'un côté et puis des méthodes pour pouvoir jouer avec ces attributs. Bien évidemment, il existe des objets où il n'y a pas d'attributs, uniquement des méthodes. À ce moment-là, c'est une bibliothèque. Parce qu'il peut y avoir des méthodes de simples fonctions qui n'ont pas besoin de local. Par exemple, des fonctions de calcul. Vous me donnez un élément et je vous calcule, par exemple, si je veux faire une conversion entre des centimètres et des mètres, je n'ai pas besoin d'une locale. Je sais qu'il y a un facteur de 100 entre centimètres et mètres. Et donc, du coup, c'est une simple fonction. Et donc, on peut imaginer qu'on peut avoir un objet. On organise en fait un objet avec simplement des fonctionnalités qui n'ont pas besoin d'attributs. Donc à ce moment-là, c'est une bibliothèque et ça existe également. Et aussi, à côté de ça, on peut très bien avoir un objet avec très peu de méthodes, uniquement des assesseurs. C'est juste pour ranger les données. C'est pareil, ça fonctionne en fait. Donc l'objet, en fait, c'est une manière d'organiser les données. Et maintenant, en fait, on va associer les attributs et les méthodes ensemble. Et c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. On encapsule la totalité de ces éléments dans un objet. Donc, on a vu l'objet identité. Et donc, à la prochaine vidéo, on parlera justement d'héritage et de polymorphisme. On continuera avec l'encapsulation. On ira un petit peu plus loin justement sur les données, sur la manière d'accéder aux données et justement sur des données privées, sur des données publiques, sur des données protégées, sur des données communautaires. Donc ça, on expliquera ça à la prochaine vidéo. Et puis à côté de ça, on va faire justement des héritages. Et donc là, on fera un petit exercice avec l'assurance maladie et les impôts. Les impôts, ils ont besoin de l'identité de la personne, mais ils ont également des informations propres à eux qui sont par exemple le numéro fiscal. Et puis l'assurance maladie, elle, n'a pas besoin de numéro fiscal, mais par contre, elle a besoin de l'identité et de la personne et également de son numéro de sécurité sociale qui est propre à elle. Et donc à partir de là, on va créer ce qu'on appelle des classes mères et des classes filles et on va voir qu'avec les héritages, on peut récupérer justement les méthodes des classes mères et on peut récupérer également l'organisation des données des classes mères pour pas à chaque fois être obligé de réécrire justement ces données. Donc ça ira pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour pour cette introduction aux objets sous LabVIEW. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt.